Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, c'est le déjeuner dans pas longtemps du tout, et je sens que vous êtes tous en train de vous endormir. Donc ce que je vous propose, c'est vous levez tous, une seconde, et vous changez de place avec votre voisin. Ça va juste pour vous réveiller un petit coup, parce que sinon là, je vais tous vous perdre en une minute là. Voilà. On bouge un petit peu comme ça, super. Merci à vous. Donc je vais essayer de faire vite et je vous promets, je vous relâche pour le déjeuner très rapidement. Je vous ai mis cette image parce qu'il y a quelques temps, en juillet, j'étais au Canada pour faire une autre conférence et j'ai pris quelques jours pour me balader dans les superbes parcs nationaux qu'ils ont là-bas. Et quand on se promène en forêt, c'est assez génial, on se sent bien en général, on se sent connecté, on voit plein d'arbres qui font tout un tout. Et en fait, c'est pas pour rien, parce que quand on se balade en forêt avec une petite cuillère, ce qui vous arrive très souvent, n'est-ce pas? J'en vois qui approuvent. Ouais. Et qu'on ramasse un petit peu de terre, juste qu'on ramasse avec cette cuillère-là, dedans, il y a 1 km de réseau micellaire. Et les réseaux micellaires, ce sont les réseaux dont Sophie a parlé tout à l'heure. C'est des réseaux de champignons, en fait, qui vont étendre les racines des arbres et leur permettre de discuter entre eux. Donc de quoi ils discutent? Ils discutent de plusieurs choses. En général, il y a les arbres mères, qui sont les plus grands arbres, qui vont envoyer des ressources donc aux plus jeunes, et aussi les avertir sur les cycles des saisons, les cycles des prédateurs, ce genre de choses. Et c'est ce dont Sophie parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le Wood Wide Web. Nous, on a le World Wide Web, et eux, ils ont le Wood Wide Web. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire un livre qui est sorti sur le sujet récemment, qui s'appelle La vie cachée des arbres. Voilà. Mais comme l'a dit Denis, moi je suis consultant et chercheur en apprentissage organisationnel, et donc ce qui m'intéresse, c'est les humains. Et donc les humains, pour y revenir, je vais prendre la petite... hop, voilà. Pour y revenir aux humains, j'aimerais vous présenter une statistique qui est issue d'une étude menée par Carnegie Mellon, donc l'université Carnegie Mellon, qui est une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on va étudier pendant plusieurs années un phénomène. Et la question qui avait été posée, c'était de savoir quel était le pourcentage de connaissances à avoir dans le cerveau pour bien réaliser son travail. En 1986, il fallait 75% en tête. 20 ans plus tard, en 2006, à votre avis, combien il fallait de connaissances en tête pour bien réaliser son travail? En pourcent. 50? 25? 50, 25, 20. En réalité, il en fallait 9%. Donc ça veut dire que tous les 10 ans, on divise par 4 la quantité de savoir nécessaire à avoir en tête pour réaliser son travail. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 1980-90, c'est la période où il y a eu l'explosion de l'informatique personnelle, l'accès à Internet, donc bien sûr l'accès au savoir, donc c'était plus facile de ne pas retenir les choses. Mais il y a aussi eu d'autres facteurs. Ces autres facteurs, c'est l'explosion du travail en équipe. Et quand on travaille en équipe, on se spécialise. Une recherche, un domaine qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on appelle la mémoire transactive. La mémoire transactive a été étudiée dans les couples dans les années 80. Dans un couple, en général, il y en a toujours un qui sait où sont les clés de la voiture. D'accord? Et donc la mémoire transactive, c'est le fait de déléguer une partie de ses connaissances à quelqu'un d'autre. Étudié à la base dans les couples, ça a été ensuite étudié dans les entreprises, dans les organisations et dans les équipes. Et donc dans une équipe, dans votre équipe, si vous y pensez bien, il y a certaines connaissances que vous déléguez à d'autres volontairement. D'accord? Et en fait, les êtres humains s'inscrivent plus ou moins consciemment dans différents réseaux de ressources. Et en s'inscrivant dans ces réseaux, ils vont gagner en agentivité. L'agentivité, c'est le pouvoir d'agir sur le monde. Et ils vont gagner en pouvoir d'agir sur le monde à hauteur de la qualité des réseaux dans lesquels ils s'inscrivent. Et donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir penser à ces réseaux de savoir, de pouvoir les visualiser, de pouvoir les définir et de pouvoir les évaluer. Et donc aujourd'hui, je voulais juste vous proposer un petit outil très simple que j'ai concocté à force de travailler sur le sujet pour vous permettre d'évaluer vos réseaux de savoir. Alors avant d'arriver à cet outil, on va juste définir ce qu'est un réseau de savoir parce que c'est un petit peu barbare. Et la définition que je vous en donne est encore plus barbare. La définition est composée de 2 parties en fait. Il y a la première... Il n'y a plus de pile? Il n'y a plus de pile. La première, espace situé d'échange, donc ça c'est pour le côté réseau.
Et la deuxième composante cognitive plus ou moins structurée, c'est le côté savoir. Aujourd'hui, je ne vais pas faire la différence entre savoir, connaissance, expertise. Si vous voulez, on peut en discuter après. Mais je vais juste là parler de manière globale de tout ça. Je vais par contre revenir sur espace situé d'échange. C'est un espace. On peut échanger de manière physique, si jamais vous venez discuter avec moi après pendant le déjeuner par exemple. Mais on peut aussi échanger de manière virtuelle. Vous tous qui participez aux e-communautés du CNFTP, vous le savez. Donc il y a différents types d'espaces. Enfin, c'est situé. Situé pourquoi? Parce que votre collègue qui est à côté de vous, avec lequel vous avez changé de place tout à l'heure, il fait partie de votre réseau professionnel. Mais si ça se trouve, vous faites aussi des activités avec lui en dehors. Peut-être que vous faites des arts martiaux. Et peut-être que donc il fait partie d'un autre réseau avec lequel vous pouvez interagir. Donc chaque personne s'inscrit dans différents réseaux qui ne sont pas forcément professionnels. Ça peut être associatif, familial ou autre. Et enfin, ce sont des échanges. En sociologie, quand on parle de réseau, on parle en fait d'un ensemble d'interdépendances entre des acteurs. C'est un échange de ressources. Ces ressources peuvent être des nutriments pour les arbres ou, par exemple, du savoir chez les humains. Est-ce que cette définition est à peu près claire, même si elle est un petit peu barbare? Tout le monde est d'accord? Ok, super. Donc je vous ai dit tout à l'heure que s'inscrire dans un réseau, c'était gagner du pouvoir d'action. Mais aussi, on peut agir de différentes manières dans ce réseau. Voilà différentes manières d'agir dans un réseau. La participation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire on rentre à l'intérieur du réseau, ça peut avoir un impact, mais ça peut être assez éphémère. La collaboration, c'est quand un certain nombre de personnes vont travailler sur un même sujet, comme par exemple des bénévoles qui vont organiser un marathon, mais dans ce cas-là, la personne peut être un peu oubliée. C'est un peu dommage. Dans la coopération, à l'inverse, chacun va avoir sa spécialité pour créer un tout. Par exemple, dans la création de logiciels, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la base de données, un autre du front-end, un autre de la logique back-end, un autre de l'expérience utilisateur. Donc chacun a sa spécialité, mais peut rapidement se retrouver enfermé dedans. Donc c'est un peu dommage aussi. La contribution, c'est un élément assez intéressant parce que à l'intérieur du mot contribution, il y a à la fois l'idée d'apport individuel et de résultat collectif. Et c'est pour ça que c'est un mot qui est de plus en plus utilisé, en particulier par exemple en économie, l'économie contributive, qui devient un champ énorme. Et par exemple, on voit dans le 93, en Seine-Saint-Denis, ils font un travail sur 10 ans avec des économistes, des chercheurs, pour voir comment ils peuvent travailler là-dessus. C'est quelque chose qui permet à la fois de lier l'individuel et le collectif. Donc c'est assez intéressant. Donc il n'y a pas de meilleure ou moins bonne manière de travailler dans un réseau, puisque de toute manière, vous ne pouvez pas choisir forcément la manière de le faire. Mais par contre, c'est bien d'en avoir conscience et d'avoir conscience qu'il y a différentes manières de faire pour pouvoir choisir ou s'adapter. C'est d'ailleurs un peu le but de l'outil que je vais vous proposer, c'est pas de vous dire qu'il y a une manière optimale d'être dans un réseau, c'est juste de vous donner un outil pour que vous puissiez mesurer comment vous agissez dans un réseau, ce qu'il vous apporte, et savoir si c'est en adéquation avec ce que vous en attendez, l'énergie que vous mettez dedans, etc. Donc il n'y a pas d'optimal, mais c'est à chacun d'analyser ce dont il a besoin. Cet outil, je vous ai mis un petit lien en bas, ici. Vous pourrez passer le questionnaire en ligne si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez toutes les questions bien notées, bien expliquées, puisque là, on fait un peu vite. Et en toute transparence, moi, ça me fait des données pour ensuite publier potentiellement sur mon blog des résultats sur ce sujet et continuer mes réflexions à ce propos. Donc cet outil est divisé en deux. Il y a 8 facteurs que vous allez chacun noter de 0 à 10 ou de 0 à 100 comme vous voulez, qui sont divisés en deux. D'un côté, la valeur, c'est un peu ce qu'il y a de plus simple, c'est qu'est-ce que va vous apporter votre réseau en fait. Et ça c'est quand même très important parce que s'il vous apporte rien, pourquoi vous êtes dedans quoi. La réalisation, ça va être à quel point votre réseau va être productif. Ça peut être très intéressant, mais s'il ne se passe rien, est-ce que ça vaut le coup? L'utilité, c'est à quel point vous allez pouvoir exploiter concrètement les savoirs qui vont vous être apportés, donc que vous allez pouvoir en tirer. La rareté, je pense que c'est assez concret en soi. Il y a une différence entre un réseau de sûreté nucléaire et un réseau de pâtisserie voilà, que vous pourriez avoir. Quand je dis réseau, c'est bien sûr c'est l'ensemble des personnes avec lesquelles vous interagissez. Et la complexité, c'est pareil. Si votre réseau de sûreté nucléaire il est très intéressant et vous apporte beaucoup de choses sur des sujets très complexes, mais qui sont mal expliqués, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'y rester ou pas quoi. Donc, c'est quelques facteurs qui vont vous permettre d'évaluer la valeur en fait, globale de votre réseau. Je laisse ça de côté, c'est pas le plus complexe.
La structure, ce sont des outils qui sont tirés de l'analyse de réseau, comme ce qu'utilise Facebook ou LinkedIn quand ils vous disent vous connaissez Martin, peut-être que vous connaissez Tom. C'est un peu les mêmes outils qu'ils utilisent. Donc la popularité, c'est à quel point vous allez recevoir des autres personnes du réseau des savoirs qui vont vous être intéressants. Pour optimiser en fait ce score de popularité, il faut que vous soyez très clair sur ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est un de mes conseils, c'est n'hésitez pas à crier haut et fort vos sujets d'intérêt. Parce que les autres ne le devineront pas forcément. La sociabilité, au contraire, c'est ce que vous allez apporter aux autres. Donc bien sûr, il faut connaître les intérêts des autres, et il faut être proactif. Donc moi, ça m'arrive très souvent, en fait, de tomber sur un article sur LinkedIn, Facebook ou autre, et de me dire « Ah, ça va vachement intéresser quelqu'un ». Et en général, on s'arrête là. Et en fait, il faut faire l'étape d'après et lui envoyer. Peut-être qu'il l'a déjà lu, mais c'est pas très grave, parce que ça se trouve, il est passé à côté. Donc c'est ça aussi qui va créer la proactivité dans votre réseau. La proximité, c'est à quel point vous allez être connecté à l'ensemble du réseau. Si par exemple vous appartenez à une association internationale et que vous vous cantonnez aux réunions nationales, ben, vous allez rater beaucoup de choses. D'accord? Et le pouvoir, ça va plutôt être, si on vous enlève du réseau, à quel point le réseau y perd. D'accord? Est-ce que c'était vous qui mettiez en relation beaucoup de personnes ou pas, par exemple? Je vais vous donner une vision un peu plus concrète de ces choses-là. Donc là, on a un réseau, une organisation, un cercle d'amis, n'importe. Les chiffres représentent des personnes, hein, 4 c'est Tom, 3 c'est Marie, etc. Et on peut comparer par exemple le score de popularité de 4 versus 11. Donc 4 là-haut et 11 en bas. 11 reçoit 3 liens, alors que 4 n'en reçoit aucun. C'est comme ça en analyse de réseau qu'on compte en fait les scores de popularité, de sociabilité et autres, ça, de manière statistique en fait. En sociabilité par exemple on peut comparer 7 qui donne 2 à 11 encore qui lui ne donne rien. Donc 7 a un score de sociabilité plus élevé. Pour la proximité, 1 versus 6. 1 est très éloigné de tout l'ensemble du réseau. Pour que 1 communique avec 10, il doit passer par 2, 3, 6, 9, 10. Il est très loin. Alors que 6, il peut parler à peu près à n'importe qui en 2 coups. Un peu comme les échecs. D'accord? Et enfin, en termes de pouvoir, on voit bien que 6 est très très important, parce que si on enlève 6, on se retrouve avec 3 réseaux indépendants. On a d'un côté 1, 2, 3, 4, de l'autre 5, 7, et enfin 8, 9, 10, 11, qui sont indépendants les uns des autres et qui sont plus connectés. Donc là, dans ce réseau-là, 6 est la personne qui a le plus de pouvoir. D'accord? Donc là maintenant, il y a des personnes qui ont répondu au questionnaire que je vous ai proposé de passer tout à l'heure, donc n'hésitez pas. Et j'ai récupéré leurs données pour vous les présenter de manière un peu plus concrète. Parce que j'ai pris ces 3 exemples-là parce qu'en fait, en termes de valeur, vous voyez que les réseaux sont évalués à peu près de la même manière. Donc c'est pour mettre ça de côté en fait et nous concentrer sur la structure. Donc je vais revenir un par un. Le premier, c'est un groupe Facebook scolaire. C'est-à-dire c'est un ensemble d'élèves qui vont partager des ressources, des devoirs, des informations, etc. Et cette personne qui a répondu a déclaré être plutôt très populaire, une sociabilité plutôt élevée, une proximité faible et un pouvoir très fort. Et en fait, à partir de ça, déjà, on peut voir qu'il y a une fonction sociale qui va émerger, en fait. À votre avis, cette personne dans le groupe, elle a quoi comme fonction? D'accord? Un enseignant? D'accord? Alors, on n'est pas très loin, parce qu'en fait, là, c'est que des élèves, mais en fait, c'est un administrateur du groupe. D'accord? En fait, la personne, elle a beaucoup de popularité, parce que tout le monde la voit, parce qu'il gère le groupe, etc. Sociabilité, pareil. Proximité, pas forcément élevée, parce qu'en fait, il n'a pas besoin de se sentir lui-même connecté à tout le monde, parce que les gens viennent vers lui, etc. Et par contre, il a beaucoup de pouvoir, parce qu'il a du pouvoir de bannir des gens, de les mettre en contact, etc. et tout. Le deuxième exemple, c'est un exemple en fait d'un ensemble de... C'est une personne qui a un blog, et c'est un ensemble de blogueuses. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose récemment. Et donc c'est quelqu'un qui rapporte avoir des scores très élevés dans l'ensemble. Et en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est effectivement la fondatrice du blog. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle est très connectée aux autres personnes de son réseau. Et donc le réseau peut être très petit, il peut contenir 7 personnes. Mais il peut aussi en contenir des milliers. D'accord. Et enfin, je vous ai pris un exemple complètement en dehors du domaine du travail pour vous montrer que c'est pas forcément au travail uniquement qu'on peut utiliser ces méthodes-là. C'est l'exemple de quelqu'un qui participe à un club de ping-pong. Et cette personne a un profil très différent, puisqu'on voit qu'il a une popularité plutôt faible, une sociabilité moyenne-haute, une proximité moyenne-haute et un pouvoir faible.
Donc c'est une personne en fait qui va un petit peu vagabonder de groupe en groupe, qui va pas vraiment s'investir dans des relations, mais qui va quand même être très amical avec beaucoup de personnes. Mais en même temps, il cherche pas à obtenir du pouvoir, il est souvent en retrait. Je peux dire ça parce qu'en fait, cette personne, je la connais, et même au travail, en fait, elle est un peu comme ça. Donc, on sent un petit peu quand même le caractère de la personne qui surgit à travers des données, en fait. Donc, tout ça pour vous rappeler, en fait, que il n'y a pas de réseau optimal. Ça dépend de ce que vous en attendez, quoi. Si cette personne, elle est très bien comme ça, tant mieux pour lui. Mais si jamais il se dit ah bah j'aimerais bien me faire un nom dans le milieu du ping-pong ou autre, bon bah là clairement il voit que son niveau de pouvoir il est pas assez élevé, donc il peut travailler là-dessus. D'accord? Donc pour vous c'est pas l'idée, c'est juste d'analyser en fait où vous en êtes et ce que ça peut vous apporter. Pour vous quitter, j'aimerais vous laisser sur cette phrase, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. Donc la prochaine fois que vous ferez une petite pause café et que vous touillez votre café avec votre petite cuillère, pensez à toutes les connexions que ça peut vous apporter et dans lesquelles vous vous inscrivez. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur mon blog et je serai ravi d'y répondre. Merci.